lundi 2 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Et oui, en cette journée de fête du travail, nous sommes présents quand même afin de vous offrir le retour sur le week-end de course du Grand Prix d'Italie qui se déroulait sur le circuit de Monza au cours du week-end. Mais tout d'abord, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'historien du F1 Podcast, l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve, mais aussi des chroniques souvenirs qui sont disponibles sur notre page Facebook. Son plus récent article, si vous ne l'avez pas attrapé, c'était sur le fameux carnage qui avait eu lieu en Belgique où on avait brûlé 13 millions en à peine 15 secondes. Kevin Fontaine, comment ça va? Ciao Marti, come stai amico? Oh, la saveur italienne. Ah, t'as travaillé ton italien pendant le week-end. Très content de On, ça. Mais j'espère que t'as pas perdu ton français parce que sinon, on va avoir de la misère à se comprendre pendant un on, certain bout. on, on est bien parfait là-dessus. OK, c'est bon. Ben, écoute, tu nous lances dans le vif du sujet. On a eu tout un week-end de course. Je voulais débuter avec Mhm. toi à saveur italienne aussi, puisque la nouvelle est tombée. Kimi Antonelli, on a eu ça tôt samedi matin, comme quoi il a été confirmé comme le pilote Mercedes. Il a de grosses chaussures à pointer, même si la comparaison, je trouve que n'est pas nécessairement correcte. Mais oui, il est le remplaçant de Lewis Hamilton, peut-être au sens plus figuré. C'est sûr qu'il y a un septuple champion du monde, on ne remplace pas ça du jour au lendemain. Il n'en a eu seulement que deux dans l'histoire de la Formule 1. Mais c'est quand même le poste pour lequel il est appelé, là, c'est de succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes. Je te demanderai pas si tu es surpris, parce que je sais que tu vas nous répondre ta fameuse phrase que c'était un secret de Polichinelle, puisque Mhm. ça faisait longtemps qu'on en parlait comme quoi que Anthony serait le prochain. Mais je vais plutôt te demander, es-tu surpris dans les circonstances après sa sortie de piste, violente sortie de piste lors de la première essai libre du vendredi? Il a été là à peine un tour et demi en piste. On a eu à peine 10 minutes d'essai libre, puis Antonelli, Mhm. c'était terminé pour lui. Donc, dans les circonstances, es-tu surpris de la décision de Toto Wolff qui a été rendue tôt samedi matin? Pour être bien honnête, non, je suis pas surpris parce que ça traînait dans l'air depuis déjà, on va se dire, un long moment. Et tout compte fait, je me suis dit, on va attendre euh, très précisément ce week-end-là sur les terres italiennes pour annoncer l'arrivée d'Antonelli chez Mercedes. Oui, bien sûr, là, comme tu as mentionné, il y a eu cette sortie de piste-là du jeune pilote, mais on voit que dans la réaction que Toto Wolff a dit, c'est all good, Kimi, ne te stresse pas. Il a été très calme, très posé. Donc, on va le dire, on met pas de prêt. On veut pas lui mettre trop de pression, mais on sait qu'il y a quand même des bonnes chaussures là, à chausser. Là. Tu l'as déjà mentionné. Donc, non, je crois que c'était les choses en temps voulu là, qui sont arrivées ainsi pour l'arrivée d'Antonelli chez Mercedes pour 2025. Donc, si je comprends la perception de la séance de libre qu'on lui a donnée devant les siens en Italie, c'était pas une audition. Le poste, il l'avait déjà depuis longtemps. Toto Wolff s'était échappé à plusieurs reprises, comme quoi Mhm. Anthony était... Donc, le résultat ne comptait pas vraiment. C'était plus une audition, je pense, pour peut-être les médias qui entourent la F1, peut-être pour les amateurs, les partisans Mercedes, d'avoir la chance de le voir et peut-être on a peut-être manqué notre coup à ce moment-là où il a manqué son coup. Peut-être que ça aurait, s'il avait eu une bonne séance de libre, avait terminé peut-être très près de Lewis Hamilton ou devant Lewis Hamilton, ça aurait juste facilité le travail de Toto Wolff du moment de son annonce. Mais t'as pas vu ça nécessairement comme si c'était une Ouais, c'est audition, ça. là, Ben, écoute, qu'on lui a donnée. ouais, ouais, exactement, c'est ça. Puis en même temps aussi, on a trouvé que ses temps son temps semblait assez rapide. De ce qu'on a entendu et tout, on a dit peut-être qu'on va essayer de le ralentir. C'est quand même assez étonnant, mais on sait que le jeune est très talentueux. Ça, il y a aucun doute là-dessus. On sait qu'il est très talentueux. Il reste à voir qu'est-ce que ça va donner parce que c'est quand même une bonne marge. La F2 à la Formule 1, on s'entend, c'est pas le même monde, c'est totalement différent. Donc, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller en piste pour l'année prochaine. Oui, justement, Jean-Christophe, notre collaborateur ici, le pilote du F1 Podcast, Mm. mentionnait que pour sa part, par expérience, faire des essais, c'est pas pareil comme justement quand tu rentres en essai libre ou en Mhm. qualification ou même en mode course, lorsque tu as vraiment des comparatifs avec des coéquipiers qui sont présents sur place, t'as des partisans dans les estrades, donc
tout ça, c'est quelque chose qu'il va devoir composer avec. Il a quand même connu dans sa vie, là, même si c'est pas au niveau de la F1. C'est seulement en formule régionale. Mais on voit quand même Mhm. l'évolution. Tu la vois, toi, tu regardes ça d'un œil attentif, ce qui se passe en F2. Donc, à ce moment-là, tu vois aussi une certaine progression. C'est sûr il n'a pas tout cassé, là, puis pour pas prendre ça dans le mauvais terme, parce que je sais qu'en F1, tout cassé, il y en a qui font ça, puis normalement, c'est pas bon signe. Ils se font remplacer assez vite, mais je veux dire, dans le sens côté statistique et côté classement, sauf que on voit le talent est là. C'est indéniable, il est rapide. Être rapide, est-ce que c'est suffisant pour devenir un bon pilote de Mhm. Formule 1? Non. Ça prend plein d'autres acquis. Ça prend surtout, moi, je fais surtout référence au QI de course. Donc, il faut être très brillant, savoir être capable de gérer nos pneus, gérer notre voiture, nos freins, être capable aussi de gérer ce qui nous entoure, pas juste les distractions externes, mais aussi en piste, d'être capable de tout gérer ça. C'est ce qui fait des bons pilotes. On l'a vu, là, la recette avec des Fernando Alonso, des Max Verstappen, des Lewis Hamilton, puis on peut même aller plus loin dans le passé, des pilotes ils sont extrêmement rapides, mais ils ont tout plein d'autres qualités qui font qu'ils sont les meilleurs de ce sport-là. Tu le mentionnais, puis oui, Kimi Antonelli, là, il était secteur 1, secteur 2. Malheureusement, il n'a pas terminé son secteur 3, mais il était dans les temps, là. Et un peu, encore là, je fais des comparaisons, mais c'est pas le fun à faire parce que ça y met beaucoup trop de pression. Mais à l'image de Max Verstappen, il sort, il est le premier tour de la journée, puis il était déjà, on dit là, l'expression on the spot, là, il était sur le point, sur le bon temps. Donc déjà là, ça, c'est bon signe. Il reste juste à tout mettre ça ensemble et être capable de compléter le tour sans l'envoyer dans la parabolica. Mais à sa défense, un pilote d'expérience dans une Aston Martin voiture de sécurité avait fait la même erreur que lui lors de la journée Mhm. de jeudi, c'est-à-dire Burt Mylander, un pilote de la voiture de sécurité, là, l'avait envoyé dans la clôture au même endroit. Donc il y avait nécessairement un problème d'adhérence à cet endroit-là. Puis il a avoué le précédent, il a dit je suis allé un petit peu trop fort, là, j'étais un peu trop incisif. Va falloir que je corrige ça. Puis il est remonté en F2 quelques heures plus tard. Ça, j'ai trouvé ça positif. Je trouve que ça tombait bien qu'il n'avait pas à attendre 1 à 2 semaines là, avant de pouvoir reprendre confiance et reprendre le volant d'une voiture de course. Fait que de ce Mhm. côté-là, est-ce que c'est clos pour toi? Avais-tu d'autres choses à ajouter sur le côté Antonelli? Parce qu'on n'a pas vraiment d'autres choses dans l'actualité aujourd'hui. On pourrait tout de suite passer aux qualifications. Je vais juste te laisser le dernier mot là-dessus si tu avais quelque chose à ajouter. Non, ben écoute, juste c'est ça la petite parenthèse F2 qui a récolté Antonelli, qui a récolté un total de 3 points dans la course sprint et de 8 points dans la course principale. Donc, juste pour la petite mise à jour, Kimi Antonelli, c'est sixième au classement du championnat Formule 2. Il est 2 positions derrière Colapinto, hein, qui a été promu en. Excuse-moi, Martin, Ouais. j'ai fait une petite erreur, j'ai mal visité. C'est 12 points dans la course principale. Désolé, je me suis trompé. 12 points dans la course principale. Mais ça n'a Désolé. pas affecté son rang, hein. Son rang est toujours sixième. Toujours sixième, Toujours exactement. sixième, c'est ça. Puis le pilote qui a eu sa promotion cette semaine, le Colapinto de mémoire, est cinquième. Il est pas loin de lui dans le classement. Là. Ça peut avoir bougé parce qu'il n'aura pas disputé de course ce week-end. Là. C'est sûr qu'il a peut-être perdu des positions, Ouais. mais ça monte un peu. Puis il est devant, Septième, Franco Colapinto. Ouais, c'est ça septième. maintenant, septième. Puis il est devant Oliver Berman aussi, là, Mhm. qui va avoir un volant l'année prochaine. Bon, si se conclut l'actualité, maintenant, on passe aux vraies choses, c'est-à-dire les qualifications qui se disputaient samedi à Monza. Eh bien oui, samedi, c'était jour de qualification et on avait beaucoup d'inattendus avec ce fameux circuit classique qui a été resurfacé. Donc, les écuries ne savaient pas trop à quoi s'attendre. On cherchait de l'adhérence tout au long de la journée de vendredi, mais on avait quand même quelque chose qui se tramait dans l'air que ça allait être très serré. Et ça n'a pas déçu puisque ça nous a donné, Kevin, la séance de qualification la plus près dans l'histoire de la F1, c'est-à-dire les Mhm. 6 premiers. C'est le plus petit écart dans l'histoire du sport. C'est quand même assez impressionnant. C'est ce Mhm. qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir. Les amateurs de F1 veulent, la F1 veut la même chose aussi. C'est pourquoi qu'on a changé les réglementations à l'ère de 2022. On veut rapprocher le peloton. On a tout plein de réglementations qui ont été placées avec les restrictions budgétaires. On restreint aussi maintenant le développement pour les écuries qui ont un Mhm. certain succès. Donc, on peut dire qu'en ce moment, on est en train de gagner notre pari, là, même s'il y en a qui étaient très déçus, quand même assez anxieux avec les premières saisons qu'on a vues avec cette nouvelle réglementation-là. Mhm. Mais lorsqu'on voit une séance de qualification aussi près, on est obligé de donner raison là, que ça fonctionne, ces fameuses règles-là. Là.
Oui, exactement. Ben, pour la qualification, ben, c'est d'une 64e première ligne pour l'écurie McLaren. C'est la 160e de l'écurie de Walking qui pointe au deuxième rang de l'histoire à ce chapitre-là. Pour Norris, qui a signé la pole, c'est sa cinquième en carrière, donc c'est autant qu'un certain Carlos Sainz qui est sur la grille. De d'autres pilotes quand même assez connus, Keke Rosberg, papa de Nico, et Giuseppe Farina, le premier champion de l'histoire de la Formule 1. Donc, un temps d'une 19,327, donc un dixième devant son coéquipier. Et comme tu as mentionné, le top 6 se tient à un peu moins de deux dixièmes. Donc, c'est vraiment formidable. On a de la parité, c'est intéressant. Et ça, c'est une piste vraiment formidable, Monza. C'est un circuit classique, là, un old school, comme on appelle. Donc, vraiment intéressant de voir ce que les écuries ont apporté comme évolution sur un circuit qui nécessite peu d'appui aérodynamique. Oui, on regardait justement McLaren qui, on pensait que avec leur amélioration à Zandvoort, Grand Prix des Pays-Bas, il y a une semaine, on avait réussi à remporter le Grand Prix 23, à peine pratiquement 23 secondes devant Red Bull. Mhm. On se disait, ben, écoute, avec ça, ils sont en voiture, c'est le cas de le dire, mais finalement, Mhm. c'était pas suffisant pour eux. On a rajouté des améliorations, une configuration différente des systèmes de pontons. Je pense que c'est venu même ajouter à la performance, même si ça s'est pas traduit dans le même type d'écart, mais ça, on le sait lorsqu'on on voyage d'un circuit à l'autre, là, des fois, c'est pas toujours les mêmes performances qui sont à la disposition des équipes, mais on a quand même sécurisé une pole position. Jusqu'à ce moment-là, c'était mission accomplie. On le sait, il y a Lando Norris qui est en compétition directe pour le championnat des pilotes. C'est lui qui est pour l'instant le vice-champion. Et c'est pas le titre normalement que les pilotes veulent avoir, même si Mhm. c'est mieux que rien, mais on veut être champion du monde ou rien. Donc Lando Norris, même s'il dit que ben, c'est pas vraiment ce que j'enligne, je le crois pas. Je pense qu'il sait Mhm. exactement ce qu'il a besoin de faire. Max Verstappen le mentionnait plus tôt cette semaine, il va devoir être parfait s'il veut remporter. Donc, en sécurisant la pole position, c'était mission accomplie. C'est ça, être parfait. C'est parti Mhm. premier. Il n'y a pas de meilleure, il y a pas de meilleure position pour s'élancer, sauf si c'est Lando Norris. Des fois, c'est pas gage de succès pour lui de partir Mhm. premier. L'autre mission accomplie, c'est d'avoir son coéquipier aux côtés de lui, c'est-à-dire Oscar Piastri, qui vient sécuriser la grille toute orange papaye pour le départ de dimanche. Ça, c'était une belle performance du jeune Piastri aussi. Content pour lui de le voir là. Tu le disais aussi, il était dans les temps, il n'a pas été déclassé par Lando Norris. Donc, un très bon tour pour lui. Ensuite, troisième pour George Russell. Belle performance du Britannique. Je pense que la Mercedes, on avait vu qu'elle avait quelque chose de bon dans la journée de vendredi. Par contre, on a l'habitude du côté des flèches d'argent des fois, à ne pas être capable de transporter cette fenêtre de performance-là le samedi. C'est encore plus vrai pour Lewis Hamilton, mais George Russell, des fois, ça peut y arriver aussi, même s'il réussit toujours là, à se faire justice. Un gars qui va falloir le mettre dans les bons candidats maintenant dans les pilotes. On mentionne souvent ici au podcast à quel point que Charles Leclerc est probablement un des meilleurs pilotes de qualification avec Verstappen. George Russell, là, il commence à faire sa réputation de plus en plus. Il l'avait commencé dans ses années chez Ouais. Williams, où il réussissait constamment à emmener sa voiture à une position bien plus basse que ce qu'on s'attendait. Eh bien là, il continue là, sur cette réputation-là chez Mercedes. Donc, troisième du côté de Russell. Est-ce que ça t'a surpris de voir la Mercedes se glisser là ou toi aussi, tu avais décelé un peu qu'il y avait de la performance dans les essais libres de vendredi? Je crois qu'il y avait de la performance, puis de ce qu'on voit depuis le début de la saison, Russell est capable d'extraire ce potentiel-là en qualification. Écoute, j'ai pas le comparatif là en ce moment de les performances de Russell face à Hamilton cette saison, mais il n'y a pas à rougir. George Russell, il est extrêmement performant. Le comparatif là, mais je sais qu'il est quand même assez en avance là, par rapport à Lewis Hamilton. Et encore là, il a très bien réussi. Hamilton a été déçu de sa qualification. Il l'a mentionné, il a été déçu de se dire j'aurais pu être en première ligne. Il avait le temps et tout, mais il a commis quelques erreurs et ça l'a pas aidé. C'est pour ça qu'il était tout simplement sixième là, sur la grille de départ. Non, exactement. Puis tu le mentionnes, oui, l'avantage depuis le début de la saison, je l'ai ici, si tu permets. Mhm. Il est pas à jour encore. Ça date d'avant le Grand Prix des Pays-Bas. Donc après le Grand Prix de Belgique, on va être capable quand même de la mettre à jour ensemble. 10 à 4 en qualification. Tu sais, quand on parle quand même qu'on se mesure à un pilote talent générationnel du côté de Hamilton. Donc d'avoir l'avantage à 10 reprises Mhm. alors des 14 premiers Grands Prix de la saison. Du côté des pôles positions, ben, c'est deux du côté de en 2024. Toujours aucune
du côté de Hamilton. Mhm. Et puis, Grand Prix, c'est un peu plus serré. On parle de 8 à 6 si on 8 à 6 la semaine dernière en Belgique. En tout cas, j'ai pas le compte exact encore de la Belgique. Puis les victoires, ben, c'est Hamilton qui a le dessus là-dessus 2 à 1. Mhm. Mais en qualification, là, on le voit clairement, là, ça doit être rendu quelque chose pas loin de 12 à 4 ou pas loin de ou sinon onze à Ben, cinq là, ce là. que je vois, de Martin, vite, vite comme Ouais, ça, c'est 14-5 en faveur de Russell sur OK. Lewis Hamilton. C'est ça. Fait que c'est une méchante différence, là. Fait que, Ouais. ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est un bon avantage du côté de Russell. Il est vraiment en train d'installer sa marque comme un pilote qui est très rapide en qualification. Reste toujours à faufiner quelques détails dans les courses. Il y a aussi la malchance, des fois, qui a tendance à frapper Mhm. de son côté. Mais il est très... il ose. Ça, je pense que c'est à son avantage. Il sait qu'il n'a pas la voiture la plus rapide. Et à ce moment-là, ben, il faut trouver des moyens de faire avec ce qu'on a. Et pour l'instant, on est forcé d'admettre qu'il le fait bien. Quatrième, c'est Charles Leclerc. Ils étaient déçus, hein, les pilotes Ferrari. On apportait Mhm. 9 améliorations pour le week-end. On s'attendait un peu plus. Est-ce que c'était pareil de ton côté? Euh, je te dirais qu'avec autant d'améliorations, peut-être attendu un peu, mais en toute somme, on est derrière les McLaren, ce qui est une certaine formalité, si on peut dire. Mhm. Mais est-ce qu'il aurait pu être devant Russell? Peut-être. Ça ne tient pas à grand-chose, là, on va se le dire, mais quand même, en toute somme, je trouve pas que c'est un résultat si décevant que ça pour Leclerc, compte tenu des performances de la Ferrari. Il a fait le maximum. Évidemment, sur le sol italien, il aurait voulu fort probablement soit en première ligne ou troisième. On peut comprendre qu'il était déçu, mais en toute somme, c'est pas si mal. Quand on regarde les temps, là, Kevin, j'attire ton attention là-dessus. Là. Mhm. Si on regarde, là, tu sais, moi, j'ai vu que Leclerc était déçu, puis c'est peut-être consolé lorsqu'il a vu l'écart entre lui et son coéquipier. Je pense que ça traduit bien la performance de la voiture. Une Mhm. 19 461 pour Leclerc, puis Mhm. une 19 467 pour Carlos Sainz. Donc, Mhm. c'est très, très près. Là. Normalement, Très là, près. lorsqu'on est capable d'avoir des temps aussi semblables à ça, c'est pas mal significatif de ce qu'on avait dans la voiture. C'est sûr que Charles Leclerc, on le dit, il a un talent hors pair sur un tour donné. Donc, c'est sûr qu'il est capable des fois de faire des petits Mhm. miracles, mais quand même d'emmener la voiture quatrième. Je pense que tu le disais là, aussi près des McLaren aussi. Puis, c'est le top 6 le plus près de l'histoire de la Mhm. Formule 1. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tout le monde a le droit d'être déçu parce qu'on se dit, comme Lewis Hamilton le mentionnait, c'était accessible pour moi d'être en pôle et c'était pareil pour les 6 premiers avec ce petit écart-là. Donc, oui, Hamilton sixième. La surprise de la journée, ou peut-être que non au fond, parce que on a eu énormément de difficultés dans la journée de vendredi. On croyait peut-être être capable, parce qu'on veut jamais les compter pour battus. On a tendance à trouver des solutions, que ce soit par des nuits dans les simulateurs ou avec des informations qu'on est capable de récolter dans la journée de vendredi. Le dernier essai libre du samedi matin, des fois, on a tendance à être capable de nous surprendre. On pensait bien, même après les avoir vus dans la troisième séance d'essai libre, que peut-être Red Bull n'était pas à être compté pour battu. Finalement, on a perdu de la vitesse entre la Q2 et la Q3, ce qui était un peu dur à expliquer, à aller jusqu'au dernier tour de Verstappen. Verstappen, on avait décidé qu'il allait suivre Sergio Perez. C'était Mhm. peut-être une bonne décision parce qu'on sait que le fait de suivre une autre voiture vient nous donner un effet d'aspiration. Donc, la voiture devant nous va bloquer le vent, donc va percer le vent pour nous. Donc, à ce moment-là, on enlève cette restriction-là sur la voiture, puis on peut gagner du temps. Là, ça peut être assez significatif. Des fois, on peut aller chercher jusqu'à 2 dixièmes. On avait tenté ce genre de pratique-là, même si Sergio Perez était quand même assez avancé, mais à Monza, ça prend pas grand-chose. On n'est pas obligé de suivre une voiture de si près que ça Mhm. pour ressentir l'impact. C'était la stratégie qu'on semblait vouloir aligner jusqu'à temps que Sergio Perez échappe sa voiture tout près du bac à gravier. Et à ce moment-là, ce que Mhm. ça a fait, c'est que c'est venu faire l'effet contraire plutôt que d'aider Verstappen. Ça a fait une distraction. Il s'est retrouvé à un endroit où ton point de repère est très important. Là. On le voit à la dernière seconde et chaque pilote essaie d'aller chercher le maximum. Puis là, il est obligé de trouver son point de repère à travers un nuage de gravier qui avait été Mhm. lancé en l'air par la voiture numéro 11, son coéquipier Perez. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un temps qui n'était pas compétitif du tout. Pas compétitif dans les standards de Verstappen ou dans les standards de Red Bull. Il a placé sa voiture septième et Perez huitième. De ton côté, comment tu as vécu ça, ce côté-là? Est-ce que c'était catastrophe? Est-ce que tu as trouvé que tu t'attendais à plus de leur côté ou c'était pas mal où ce que tu les avais positionnés avant que le week-end commence?
Écoute, c'est assez compliqué à dire parce qu'on avait les Red Bull sixième à Verstappen en Q1 et en Q2, il était deuxième. À peine même pas, écoute, c'était deux centièmes de Lewis Hamilton en Q2. Et après Ouais. ça, il arrive et il se mange pratiquement 7 dixièmes en Q3. Oui, tu l'as mentionné, là, à toute la situation, mais c'est quand même assez considérable, pareil, avoir l'écart de performance. Et là, quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais OK, les Red Bull n'ont aucun rythme. Ni lui, ni Perez, parce que le temps de Verstappen en Q3, qui est un temps de 1,20,022, était plus lent que son temps en Q2 de 1,19,662. Donc, écoute, c'est pas rien, là. Quand même, là, on a quand même perdu du temps. Et je ne sentais pas Red Bull tant en confiance que ça lorsqu'on faisait les exercices. Verstappen se plaignait beaucoup de sa voiture. On ne se sentait pas en confiance. Je n'étais pas capable de jouer à la pole, ni même la première, voire la deuxième ligne. Mais le retrouver septième, ça commence à être loin. Ouais, ça commence à être loin. Puis même, peut se demander aussi si c'est vraiment la performance de la Red Bull, parce qu'on voit souvent Sergio Perez se positionner 7, 8, lorsque tout le monde, Mhm, tous les acteurs sont là, quand il n'y a pas de pénalité ou qu'il n'y a pas une erreur de Carlos Sainz, ou tu sais, quand mhm, que tous les acteurs sont là, mhm, ou qu'Hamilton ne se fait pas éliminer, souvent, plus souvent mhm, qu'autrement, on voit Perez prendre le huitième rang, et là, Verstappen qui s'en va tout de suite à côté de son coéquipier 7-8. C'est comme si la magie Verstappen n'avait pas pu sauver Red Bull lors de la Q3. Ça avait mhm, fonctionné en Q2, mais on dirait qu'en Q3, là, il restait pas. C'est pas juste de son côté, mais on dirait qu'il était pas capable d'en extraire plus que ça mhm, dans la voiture. Puis comme tu disais, oui, il y a le deuxième essai de la Q3 où ce qui a été gêné, mais il y avait aussi le fait de ce qu'il y avait entre les mains aussi, qu'elle ne semblait pas être au rendez-vous. Il semblait que la voiture avait faibli entre les deux dernières séances de qualification. Parlant là, d'amélioration, par exemple, les autres, ils n'ont pas faibli. C'est Williams qui se relevait d'une bête erreur au Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière où on avait mhm, mal pris des dimensions pour notre plancher. On s'était qualifié dans le top 10. On était content de cette performance-là. Je t'attends qu'on se la fasse retirer par des mhm, inspecteurs de la FIA qui avaient décelé cette illégalité-là sur les voitures de l'écurie britannique. Donc, à ce moment-là, Albon, c'était un retour dans le top 10. Il nous a montré que c'est pas seulement l'illégalité d'une voiture qui a fait les performances. James Valls l'avait mentionné que ce qu'on était capable d'aller extraire à cause de ça, c'était extrêmement minime. Donc, on était confiant de revoir notre voiture bien, bien faire. Alors, on avait vu lors des essais de vendredi, on le mentionnait aussi dans le podcast, comme quoi Williams avait la vitesse, une des meilleures vitesses de pointe, si c'est pas la meilleure. Ça, c'était très prometteur pour justement un circuit comme Monza où si la vitesse en ligne droite est excessivement importante. Eh bien là, neuvième pour Albon, content de le voir là. De ton côté, c'est la même chose. mhm. J'imagine que tu n'as pas été surpris parce qu'on l'avait pas mal vu aux Pays-Bas qu'il y avait quelque chose là, dans ces fameuses améliorations-là qu'on a apportées. Là. Ben, au moins, le plancher était conforme. Donc, c'est déjà une très, très, très bonne chose pour Albon. On sait que c'est un pilote qui est capable d'extraire beaucoup de sa voiture. James Valls le mentionne assez régulièrement. Puis, souvent, j'ai remarqué ça dans certaines interviews. C'est un pilote qui est capable d'avoir une bonne analyse technique de sa Mhm. voiture. C'est un pilote, quand même, je trouve, très intelligent, Alexander Albon. Il a beaucoup mûri depuis son passage de Red Bull et là, rendu à Williams depuis quelques saisons. Il a un très bon apport technique et ça, c'est le fun à voir pour un pilote. Il a réussi à extraire le maximum. Quand il est capable de nous sortir des bonnes performances, Alex Albon, il est bon à voir, il est le fun à voir en piste, Albon. On le voit quand il attaque les virages, il est incisif, il est agressif, il sait comment placer sa voiture. Et ça, c'est formidable à voir. Je suis vraiment content pour lui. Et sinon, c'est Nico Hülkenberg, encore, qui a réussi à placer une nouvelle fois sa Haas dans le top 10. Bravo, belle performance. Oui, à une seconde, mais quand même, belle performance de la part de Hülkenberg qui prouve que c'est un pilote encore assez talentueux dans sa carrière. Écoute, j'ai pas la statistique, mais là, tu me donnes l'idée de la sortir là, probablement pour un, Mhm. un prochain épisode, mais combien de fois que Hülkenberg a fait le top 10 en qualification cette saison? Ça va être assez impressionnant à voir, là, parce que si c'est pas 50% des Grands Prix, c'est pas loin.
Et plus souvent qu'autrement, il réussit à venir voler une place dans le top 10. Ça, c'est tout à son avantage. Et ça vient, je suis sûr que ça vient mettre le sourire aux Mhm. lèvres des dirigeants de Audi qui ont signé le pilote allemand là, pour leur lancement en F1. Et même à partir de la saison dernière, on va l'avoir, de la saison prochaine, on va l'avoir pour Ouais. commencer le développement. Je reviens rapidement sur Albon. Entièrement d'accord avec toi. Très excitant à voir. Beaucoup de leadership aussi. Et j'aime qu'il est exigeant. Il se contente pas Mhm. de peu avec son écurie. On l'entend plus souvent qu'autrement demander l'excellence, demander qu'on lève la barre. Et ça, je suis certain que ça fait l'affaire de James Valls, lui qui veut emmener cette écurie-là vers le haut. Donc, d'avoir un pilote aussi qui ne va pas tomber, admettons, dans une zone de confort ou être satisfait de peu. Je pense que c'est la clé pour être capable de continuer cette progression-là. Donc, Mhm. Alex Albon, bonne observation moi aussi. J'aime beaucoup le pilote qu'il devient. On le savait qu'il était talentueux. Malheureusement, il avait été mis dans des situations qui n'étaient vraiment pas idéales, puis vraiment pas correctes non plus là, quand on regarde qu'il avait seulement 14 Grands Prix d'expérience en F1, quand on l'avait jumelé à Max Verstappen à ses débuts. C'est quand on voit que c'est tellement difficile pour des pilotes d'expérience comme Sergio Perez, on est facilement capable de s'imaginer ce que ça peut faire à quelqu'un qui a seulement 14 Grands Prix sous la cravate. On poursuit du côté, tu mentionnais Hülkenberg. Pour Az, oui, bien sûr, les top 10, il continue très bien fait. Côté d'Alonso, 11e. Alonso, grosse Mhm. déclaration après le Grand Prix des Pays-Bas. Il a dit, on a maintenant, même si on est bien installé au 5e rang, il dit, on a la 7e voiture du peloton. C'est pas Mhm. quelque chose qui doit faire l'affaire du Montréalais Lawrence Stroll, ça, d'entendre son pilote d'expérience dire ça. Il sera pas fâché après Alonso, il va plutôt être fâché après, c'est les personnes qui payent grassement pour développer une voiture, pour réussir à son projet d'emmener une voiture à l'excellence, de se battre pour un titre mondial. Donc, Alonso en a vu d'autres. Lorsqu'il dit que la voiture est la 7e du peloton, c'est parce que c'est la 7e du peloton. Je m'attendais, on mentionnait là, les problèmes de traîner du côté d'Aston Martin. Est-ce que c'est derrière nous? Il ne semble pas. À Spa, c'était pas l'idéal. On n'a pas très bien performé. On arrive à Monza, est-ce qu'on a réussi à régler ces problèmes-là? Forcé d'admettre que non, c'est toujours dans l'air, là, les problèmes de traîner sur la Aston Martin. Oui, c'est ça. Donc, comme tu mentionnes, Alonso, il y en a vu beaucoup là, au cours de toute sa carrière en Formule 1 et tout. Et on le mentionne depuis plusieurs Grands Prix. Il y a une certaine frustration, je ne sais pas si on peut parler d'une lassitude, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en début de saison, il était quand même optimiste. On se disait, ah, OK, on se bat, on est un peu à l'avant de Mercedes et tout. Mais là, quand on regarde les progrès qu'a fait Mercedes depuis le début de la saison, ça doit l'irriter, Alonso, là, et tout, parce que Aston Martin est complètement dans excusez l'expression anglaise, un no man's land, là. On est carrément nulle part. Et parfois, on peut sortir une belle performance. On réussit à trouver de la performance ici et là, mais des fois, on réussit à se faire battre par des écuries comme Williams et comme des écuries par Haas. Et ça, c'est parfois si Alpine ne réussit pas à se faufiler dans une botte de foin à certains moments et réussir à nous passer sous le nez. Donc, je comprends la frustration de Fernando Alonso. On peut se rassurer en disant que, bien sûr, il y a la maximisation de nos investissements qui va atteindre son apogée bientôt. Là, on parle de l'entrée complète en vigueur de la nouvelle soufflerie, bien sûr, le côté de toute technologie de l'usine. La voiture avec laquelle on performe cette année, elle n'a pas été entièrement construite avec ce fameux campus-là à la fine pointe de la technologie. Là. Donc, on n'a pas encore tous ces outils-là pour les mettre à notre disposition. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se rassurer. Sauf que on a comme stagné, là. Comme tu dis, oui, on est au milieu de nulle part. Lorsque Dan Fellows est arrivé avec son livre de notes de ce qu'il avait chez Red Bull, ben, ça a porté fruit pendant un certain moment. Mais là, le problème, c'est que là, on les a plus, ces fameuses notes-là. Là. On doit faire travailler notre côté créatif. Puis il semble on a atteint comme le maximum. Là. Donc, du renfort, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a qui s'en vient. On a des belles choses pour 2026. On travaille aussi pour aller chercher Adrian Newey. On a sorti le carnet de chèques pour essayer de l'attirer. C'est toujours pas confirmé, même si certains avaient avancé ça pendant la pause d'été. Ça a bon augure quand même. Je pense que si Adrian Newey a à s'enligner avec une équipe, ça sera là. Sauf que peut-être que
lorsqu'on voit les performances, est-ce que je veux pas dire qu'Edge Newey, c'est un gars qui recule devant les défis, sauf que ça peut peut-être faire penser encore un petit peu plus de dire moi j'ai 65 ans, c'est Mm. peut-être pas un projet de 6 mois, un an pour ramener ça. Là. Peut-être qu'on part de plus loin que qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on me dit lorsque que j'ai des rencontres avec l'équipe. En tout cas, c'est quelque chose à prendre à voir là, au cours des prochaines semaines, voir qu'est-ce qui peut se passer dans ce dossier-là. On avait avancé qu'on ne pouvait pas prendre de nouvelles ententes avant le mois de septembre. Septembre, on est là. Donc, ça va être à suivre, mais c'est sûr que des performances comme ça pourrait faire questionner des personnes qui voudraient s'aligner avec Aston Martin pour le futur, même s'il y a des belles choses qui sont déjà en place. De ton côté, est-ce que tu partages cette opinion-là ou tu penses que Aston Martin va quand même réussir à... Est-ce que tu as des doutes qui sont capables de se remettre sur le bon chemin? 2025, est-ce qu'on a déjà lancé la serviette 2024, on pense déjà à 2025 ou peut-être même à 2026 là, de leur côté? Euh, je te dirais que probablement on va peut-être on va peut-être jeter la serviette. Encore là, on n'est pas dans les souliers des dirigeants d'Aston Martin, mais reste à constater que l'écart entre Aston Martin, qui est cinquième, et Mercedes, qui est quatrième, est assez considérable. Et on a encore une certaine longueur sur les V-Carb et Haas qui sont derrière. Donc, peut-être qu'on va peut-être apporter quelques développements encore un petit peu pour la fin de la saison, mais on va probablement fortement se tourner là, vers les prochaines saisons pour la suite des choses. Et écoute, c'est sans compter que, il va falloir qu'on redonne la motivation à Fernando Alonso parce que Hmm. oui, ça reste un pilote formidable, Alonso. Il n'y a personne qui va en douter. Mais quand ça va mal, il se fait entendre, puis c'est pas le fun à voir. Ouais. Il tombe dans le négatif, puis là, à ce moment-là, le sourire est Exact. parti, là. Le sourire est plus là, depuis un bon bout de Ouais. temps. Là. C'est ça, c'est autant que son sourire était contagieux au début, là, c'est ça. Des fois, comme tu dis, autant que ça peut être contagieux lorsqu'il est positif, ça peut aussi l'être lorsqu'il frappe un mur et devient négatif. On n'a qu'à remonter à sa période chez McLaren, là. Ça l'avait même forcé à aller prendre Mhm. une première retraite à ce moment-là. Je pense pas que c'est le cas, là, mais quand Ouais. même, c'est vrai que des fois, on peut revoir le Fernando de ses années chez McLaren. Du côté de Ricardo, important de mentionner qu'il était le pilote qui n'avait pas toutes les améliorations de Racing Bulls. Est-ce que c'est vraiment un des avantages lorsqu'on regarde le parcours de Racing Bulls depuis Mhm. le début de la saison? Lorsqu'on apporte des améliorations au circuit, le mot amélioration n'a pas le même sens que, mettons, chez McLaren ou que d'autres écuries. Parce qu'on a tendance à plus régresser que s'améliorer Ouais. lorsqu'on apporte quelque chose de l'usine. Il y a vraiment un facteur d'erreur entre ce qu'on voit dans la soufflerie ou ce qu'on voit sur nos ordinateurs comparativement à ce qui se traduit sur le circuit. Du côté de Ricardo, ben, 12e comparativement à son coéquipier Yuki Tsunoda qui n'a pas été dans le coup tout au long du week-end, 16e pour lui. Donc, chapeau à Ricardo. Je sais pas si, je veux pas, tu sais, quand ça passe, il faut lui donner ce qui en vient. Je pense qu'il a bien fait. Mais du côté de Tsunoda, Mhm. il avait les nouvelles améliorations et puis avec l'historique de Racing Bulls, mais on est obligé de prendre ça en considération que ça a peut-être joué aussi, ça a peut-être fait pire. Mhm. Magnussen, Ouais, ben, 13. Oui, vas-y, excuse-moi. ouais. Oui, vas-y, Kevin, oui. Oh non, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. De toute façon, ben, Ricardo a quand même, je trouve, on se rappelle sa fameuse victoire McLaren en 2021. Il était là, il était carrément au rendez-vous à ce moment-là et tout. Et quand il est en confiance, Daniel Ricciardo, c'est pas un pilote qu'il faut compter pour battu, Non. Martin. C'est un pilote de talent. Oui, on va se dire, il en a perdu depuis son époque Red Bull. C'est vrai, c'est plus le pilote qu'il était avant, mais ça reste quand même un bon compétiteur. Et quand il est capable d'optimiser, de maximiser le matériel qu'il a à sa disposition, ça reste quand même un pilote fort intéressant à suivre. Mais Daniel Ricciardo, surtout Monza, comme tu le dis, il a déjà gagné là. Lorsqu'il est en Oui. confiance, l'outil dans son coffre de Daniel Ricciardo, c'est retarder les freinages au maximum. Et ça, Mhm. on ne peut pas faire ça si on n'est pas en confiance. Donc, lorsqu'on Mhm. arrive à Monza, en plus, retarder les freinages, eh bien, c'est une partie de la clé pour être rapide. Il faut être très téméraire sur un circuit comme ça. Et lorsque, bien sûr, on freine à quelques dizaines de mètres plus loin, n'en serait-ce que quelques mètres plus loin, ben, c'est là qu'on est capable d'aller chercher des avantages significatifs. Et je pense que Daniel Ricciardo, ça, il l'a prouvé par le passé, que c'est son style de pilotage, c'est ce qu'il aime. Donc, il a besoin Mhm. d'être en confiance pour le faire. Et il semblait l'être
non seulement avec la voiture, mais aussi avec le circuit qu'il connaît bien et qui a tendance à faire ressortir le meilleur de lui-même lorsqu'il se présente en Italie. C'est un endroit aussi qu'il aime bien, autant qu'il aime dire qu'il est un Américain, mais je pense qu'il est le caméléon de la grille Mhm. lorsqu'il arrive en Italie, bien, il joue bien le rôle de l'Italien aussi, toutes ces choses-là. Mhm. Même que son nom, il y a de descendance italienne, même s'il est Ouais. australien d'origine, là, il y a quand même deux parents qui sont d'origine italienne. Donc, du côté de Magnussen, 13e, 14e pour Pierre Gasly, 15e pour Ocon, Tsunoda, on l'avait dit, 16e, 17e pour Lance Stroll, week-end à oublier de son côté, Mhm. 18e pour Colapinto. Belle performance en qualification. C'est sûr qu'on le compare à qui était là avant. Déjà, de ne pas avoir endommagé sa voiture pendant le week-end, c'est déjà ça de gagner du côté de l'écurie Williams. Il y a eu un moment où Mhm. il a peut-être fait une petite frousse, mais encore là, il nous a montré la différence entre lui et le pilote américain. Je pense que si ça avait été Logan Sargent dans la voiture, il n'aurait pas simplement frotté le bac à gravier puis envoyé du gravier partout sur la piste. Il aurait été le visiter de fond en comble et puis sa Williams aurait été se démolir contre le mur. Colapinto, est-ce qu'il t'a impressionné en qualification? Oui, parce que je pense, écoute, c'est peut-être pas qui est dans le champ, mais si ça n'avait pas été de son erreur à la sortie du Lesmo 2, le virage Lesmo 2, je pense qu'il aurait peut-être été en lice pour passer en Q2. Je D'accord pense qu'il avec avait le toi. rythme pour, Ouais. il avait le rythme pour le faire. Euh, il engrange de l'expérience. Carrément, c'est sa mission. Il prend de l'expérience, il prend du plaisir et tout. Donc, non, j'ai quand même bien apprécié sa performance à Colapinto en qualification. 19e pour Bottas et 20e pour Joe, on le disait. Ça sera sa nouvelle Mhm. place. Il n'a plus de compétition pour la 20e place. Sargent n'est plus là. Donc, Mhm. je pense que c'est Guan Yu Zhou jusqu'à la fin de la saison, qui est probablement sur ses derniers milles en F1. C'est peut-être malheureux pour le public chinois, c'est peut-être malheureux pour Liberty Media qui aurait aimé garder un pilote avec une popularité autant présente dans le marché asiatique. Mais par exemple, les résultats ne sont tout simplement pas là. Euh, c'est ça, ils sont pas là. Donc, pour moi, c'est bientôt la fin pour lui. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter rapidement avant qu'on passe à la journée de dimanche? Non, de mon côté, tout est correct pour la journée du samedi matin. Good, parfait. Donc, on s'élance dans le Grand Prix qui avait lieu dimanche à Monza. C'est dimanche qu'avait lieu la 74e édition du classique italien, c'est-à-dire le rendez-vous annuel dans la Casa de Ferrari, ou devrais-je dire plutôt la Casa des Tifosi, le Grand Prix d'Italie à Monza. On a eu droit à tout un spectacle, Kevin. C'est McLaren qui s'élançait sur la grille de départ à l'avant de la grille. Du côté de Lando Norris, on le mentionnait dans le bloc précédent. C'est pas toujours gage de succès lorsqu'il s'élance de la première position. On avait aussi une belle possibilité là, pour l'équipe Papaya Orange, c'est-à-dire que on pouvait signer un triplé puisque on avait eu la victoire de Bortoleto, Gabriel Bortoleto, plus tôt dans la journée. Et on avait aussi eu Pato Howard qui avait remporté en Indy. Donc, on aurait pu avoir trois victoires pour McLaren. Ça aurait été quelque chose d'assez impressionnant là, de compléter ce triplé-là. Mais Charles Leclerc et sa vague de tifosi Ferrari avaient décidé d'en faire autrement et c'est lui qui est venu remporter les grands honneurs. Mhm. Effectivement. Puis juste une petite parenthèse, tu as parlé de Bortoleto, Oui, mentionné qu'il partait dernier, exactement. 22e, et qu'il a réussi à remporter le Grand Prix, non sans une voiture de sécurité, mais ça a été toute une performance de sa part. Je tiens à le souligner, bravo à lui. Et comme tu as mentionné, oui, Martin, septième victoire en carrière de Leclerc, acquise avec brio. Il faut le mentionner avec une belle gestion pneumatique, une stratégie que le personnage n'avait peut-être pas vu venir, du moins pas avec les écuries du haut de tableau. Grosse victoire pour Leclerc. C'est sa deuxième cette saison après Monaco. Donc, sa septième en carrière, comme je viens de dire. Après, et son deuxième succès à Monza, parce qu'il avait gagné en 2019 aussi. Donc, il égale un certain Juan Pablo Montoya, qui est assez connu ici, et René Arnoux, un grand rival de Gilles Villeneuve de l'époque. C'est le 20e succès de la Scuderia à Monza aussi. Donc, une autre belle victoire pour les Tifosi sur leur terre. Exactement. Ferrari, on les attendait plus ou moins. Au début, le vendredi, on avait peut-être espoir. Après ça,
avec la séance de qualification samedi, même si on le dit, c'était tellement près que ça restait ouvert pour tout le monde. Mhm. Lando Norris, tu mentionnes un peu tout un contraste. Oui, Gabriel Bortoleto en F2, qui part de la dernière position et réussit à remporter le Grand Prix. Et du côté de Lando Norris, ben, lui s'élance en premier, mais réussit pas à remporter le Grand Prix. Donc, un contraste à cet effet-là. C'était la 7e fois en carrière pour Lando Norris là, qui ne réussissait pas à saisir cette opportunité-là de partir de l'avant. Ça compte aussi des courses sprint là-dedans dans cette statistique-là. Et même pire que ça, c'était plutôt la 6e fois qu'il réussissait pas à tourner une pole position en victoire, mais c'était la 7e fois où il n'était pas premier lors du premier tour. Donc, aussitôt qu'il, lui, il démarre le premier tour en pole position, mais il ne le complète pas. Là. Il perd plus souvent qu'autrement dans le premier virage. Cette fois-ci, c'est arrivé dans le deuxième. Du côté stratégique, eh bien, tous les écuries avaient choisi de s'élancer en médium. Les seuls qui avaient décidé de faire autrement, ben, avec raison, on cherchait à sortir un peu des sentiers battus. C'est les deux Red Bull qui étaient en gomme dure. Ocon en gomme dure avec sa Alpine, Tsunoda aussi et Lance Stroll. Oui, tu le mentionnais, belle victoire de Charles Leclerc. Belle performance, un peu à l'image de ce qu'il avait fait à Zandvoort. Il a réussi à ménager ses pneumatiques, puis à venir surprendre un peu tout le monde. Alors que oui, comme je dis, peut-être une moins grosse surprise qu'aux Pays-Bas, mais quand même, fallait le faire. Ce qu'il a fait, c'est tout un accomplissement. Puis c'est aussi, il faut lever notre chapeau à Ferrari pour le revirement de situation. On l'a vu en début d'épreuve, il y a eu une certaine panique qui s'est installée. Charles Leclerc était pas du tout sûr de ce que Ferrari avait opté comme stratégie. Avec raison, puisque par le passé, il s'est fait brûler à plusieurs reprises. Donc, c'est sûr que ça reste hein, en mémoire, ce côté-là. Mhm. Et il remettait en doute un peu ce qui s'était produit. Pourquoi que on vous m'arrêtez si tôt, si j'ai déjà perdu mon positionnement en piste, parce que McLaren avait décidé de s'arrêter avant eux. On a répliqué tout de suite du côté de Ferrari pour ressortir finalement derrière les deux McLaren. Donc, c'est pourquoi qu'on a fait ça. Puis finalement, ben, on est forcé d'admettre que c'était probablement la bonne décision. Deux contrastes avec ce qu'on a connu par le passé chez Ferrari, c'est que, on vient de le dire, une bonne stratégie, mais en plus, on ménage nos pneumatiques, ce qui a été le gros problème de la Scuderia là, dans les dernières saisons. Là. Oui, c'est ça exactement. Et un qui réussit très bien à faire ça, c'est le fameux Carlos Sainz, le Smooth Operator, qui est quand même assez reconnu pour faire ça, pour bien ménager ses pneus. Maintenant, Leclerc, depuis, je dirais, quelques Grands Prix, en tout cas, du moins cette saison, commence à prendre ses ailes. Oui, il est là depuis plusieurs années maintenant, Leclerc, mais prend beaucoup d'expérience depuis tout ce temps-là qu'il est en F1. Et je trouve que là, ça commence à paraître. Là. Il était sur une bonne fin de saison l'année passée. Et là, ça y va, là. On voit qu'il prend ses aises. La Scuderia a éliminé ses problèmes de pneus, sa dégradation des pneumatiques qui était vraiment problématique l'année passée, notamment. On s'en souvient assez bien. Et ça a été une très, très belle optimisation de la part de Leclerc. À un moment donné, je me suis dit, oh, est-ce que ça va résister à la fin et tout? Mais il a très bien fait ça. Il a fait ça comme un chef parfait. Donc, bravo à Leclerc. C'est le fun à voir. C'est toujours plaisant de voir Ferrari gagner à Monza. Je trouve ça intéressant le point que tu emmènes, malgré que oui, Charles Leclerc, c'est plus un jeune, il est jeune, mais je veux dire, c'est rendu un vétéran en F1, Mm. mais de voir qu'il continue d'ajouter des cordes à son arc. Mhm. Il est déjà rendu à, oui, le 26 ans. Quand on regarde un peu plus près dans ses saisons en Formule 1, déjà 9 saisons, mais de voir qu'il continue de se développer et continue de s'améliorer. Des fois, on a tendance à dire, ah, ben, on a vu on le fait sur certains pilotes. Tu as dit le pilote qu'on voit, ben, il est rendu à ça, il ne sera pas nécessairement meilleur, mais on dit là, un des meilleurs pilotes en qualification, mais qu'il soit capable d'avoir une bonne gestion des pneumatiques, combiné au fait qu'on lui fournit une voiture pour le faire. Maintenant, je pense que c'est quelque chose d'intéressant puis qui pourrait devenir une arme redoutable. Là. Les pilotes qui ont tendance à être capables de faire ça, ben, le succès vient avec aussi Mhm. parce que c'est vraiment, on n'est plus à l'ère où ce que tout le monde a des pneumatiques différents. Là. C'est une des, ben, c'est un des seuls endroits, des rares endroits en F1 où on joue à terrain égal. Lorsqu'on est capable d'aller chercher un avantage là-dessus sur les pneumatiques, eh bien, c'est sûr Mhm. que ça devient excessivement payant.
Tu le mentionnais aussi, Carlos Sainz qui a fait sur cet exercice-là de protéger ses pneus, ben, normalement, il sort, il a le dessus sur Leclerc. Là, il a encore fait une belle performance. Il a terminé quatrième. Un beau succès pour du côté de la Scuderia. Toujours impressionnant, ça donne des belles images. Lorsque Mhm. Ferrari l'emporte le podium, si vous n'avez pas vu ça, là, on l'a partagé dans notre story Facebook où ça va être c'est disponible un peu partout là, sur les réseaux sociaux. La photo que Charles Leclerc a pris, là, qu'on voit, là, c'est une marée rouge de partisans de la Ouais. Scuderia qui étaient là. Euh, je t'emmène du côté de McLaren, parce que si on peut être élogieux pour Ferrari, je vais l'être un peu moins là, du côté de McLaren et tu sauras me dire si c'est moi qu'il faut être un peu plus balancé dans mon analyse ou si tu t'en vas dans ce sens-là aussi. J'y vais avec le positif. C'est que oui, Lando Norris jouait gros pour son week-end. On dit que s'il veut être parfait et rejoindre Max Verstappen, il se doit de marquer 8 points à tous les grands prix d'ici la fin de la saison. Ça, il le fait. Donc déjà là, c'est le positif là-dedans. Par contre, lorsqu'on regarde les points qui étaient à sa disposition, c'est là que ça devient un peu moins positif. C'est là qu'on se dit, il avait les chances, encore une fois, de remporter une épreuve. Il l'a perdu. Il y a eu du côté de McLaren aussi, il faut leur donner un peu, je pense qu'il n'y a pas tous les torts qui reviennent à Lando Norris. On en viendra là. Mais je voulais commencer avec la situation du départ. Ce qui s'est produit là, ça a déjà retenu l'attention là, de tout le monde là, dès le deuxième virage. Oscar Piastri qui décide de passer Lando Norris malgré que c'est Lando qui est en compétition pour le championnat, pour le titre des pilotes avec Max Verstappen. Ton opinion là-dessus, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as été surpris par la manœuvre? Euh, Moi, je te dirais que j'ai aimé son attaque. Parce que Piastri, moi ce que j'aime, c'est que dans les pilotes légendaires, tu sais, les pilotes qui ont un chien, qui se laissent pas faire si on veut, là, c'est les pilotes qui disent, moi, j'y vais. Bon, j'ai encore mes chances. On sait qu'il est plus loin que Norris au championnat des pilotes, mais il dit, j'ai ma chance, je suis là pour gagner. Point. Et là, moi, j'ai aimé son attaque sur Norris à la Variante de la Roggia. Aucun complexe. Aucun complexe à l'extérieur, puis ça lui donne l'intérieur par la suite. Ça a compromis la réaccélération de Norris et ça a permis à Leclerc de le passer tout de suite après au l'ESMO 1. Donc, on permet la course chez McLaren. C'est bien parfait. Mais attention, parce que des attaques comme ça, oui, c'est bien, c'est super, mais ça aurait pu mal se terminer. Imagine s'il y aurait eu un contact, là, ça aurait été tout un bazar, là. Donc, moi, ce que j'ai noté, oui, Norris P3, il a encore échoué à finir le premier tour en tête d'un Grand Prix, comme tu l'as mentionné. Oui, il a pris des points à Verstappen, mais ça aurait pu être plus. Oui, exactement. C'est une opportunité ratée encore ou un rendez-vous Oui, manqué du côté du pilote britannique qui arbore le numéro 4. Euh, Moi, je pense que certains ont voulu donner des torts à Oscar Piastri. Moi, j'en ai pas vraiment à lui donner. Si j'ai donné des torts à donner, c'est à l'écurie McLaren qui ils aiment bien se vanter haut et fort. Ils ont même créé un règlement, ils disent Papaya Rules, oui. dans le fond, dans le sens que vous êtes libre de courir, vous êtes libre de faire compétition. Donc, le Papaya Rules pourrait aussi devenir ce qui va leur coûter très cher en bout de ligne. Mm. Le temps nous le dira. On a décidé de les laisser aller. On n'a pas voulu les consignes d'équipe. Je dois souligner quand même qu'Oscar Piastri a fait sa part au départ parce qu'il a carrément bloqué George Russell, là, parce que Mm. Russell avait des intentions envers Lando Norris aussi. Là. Fait que je pense qu'il a rendu service aussi à l'écurie d'empêcher une Mercedes de venir se glisser entre les deux ou de venir attaquer Norris. C'était très risqué. Russell aurait même pu défoncer l'arrière de la voiture de Piastri, mais il a décidé d'aller se placer là. Puis là, comme par surprise, en plus de faire une manœuvre un peu téméraire, bloquer George Russell, il se rend compte qu'avec tout ça, il est en situation où il peut compléter un dépassement sur Lando Norris à l'arrivée de l'autre virage. Donc ça l'a sûrement surpris aussi de dire, OK, en plus, Lando à l'intérieur, lui à l'extérieur, dit je vais tourner, moi jouer mon coup. Puis là, finalement, on voit que Lando a été un peu trop conservateur sur son freinage. Il a dit de ses propres aveux, si c'est pas moi qui freinais, ben on se sortait les deux. Je pense qu'il a raison à certains endroits, mais à quel point que Piastri a pu faire ce coup de volant-là, bloquer George Russell.
être deuxième à prendre la première chicane, puis après ça, se retrouver quand même égal à Norris lors du deuxième virage, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a pas fonctionné là, du côté de Lando Norris. Ça, c'était mon analyse à moi. Donc, je pense que oui, il y a ces torts-là, mais il y a le fait aussi que McLaren veut jouer, veut être bon joueur et dire qu'on fait pas, nous, comme chez Red Bull, on n'a pas de numéro un, pas de numéro 2, mais en ce moment-là, battez-vous, mais ça va causer peut-être à leur perte, un peu comme ça avait Mm. causé du côté de Ferrari déjà il y a quelques saisons. Puis dans l'histoire de la F1, on a déjà abordé le sujet ensemble, plus souvent qu'autrement lorsqu'on décide de disputer les titres à deux pilotes. Parlez-en à McLaren, justement, qui avait fait le même coup avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Les deux avaient terminé à 109 points à égalité. Mm. Et puis c'est Kimi Raikkonen qui avait été couronné champion cette année-là. Donc à ce Mm. moment-là, on semble pas nécessairement avoir appris ou on veut tout simplement garder cette optique-là, qui fait aussi l'affaire des partisans. Parce que ceux qui peuvent s'en réjouir de ça, c'est les Kevin Fontaine, les Martin Simon et tous Mm. les auditeurs du F1 podcast passionnés de F1 qui regardent les Grands Prix le dimanche et qui ne veulent pas voir des consignes d'équipe. Mm. Effectivement. Puis j'ai noté aussi, Martin, que Norris est rentré très vite au puits lors de son premier arrêt. Il a bloqué les roues Oui. assez intensément. J'ai quand même eu peur pour lui qu'il soit pénalisé pour vitesse excessive dans les puits, à cause qu'il avait appuyé assez fort sur la pédale de frein. Donc ça aurait pu lui coûter cher là, avec une pénalité. Et en plus, une erreur à la deuxième chicane, un petit peu plus tard dans la course, qui a permis à Leclerc de se rapprocher de lui. Donc ça n'a pas été une course extraordinaire comme à Zandvoort pour Lando Norris. C'est justement les deux points que tu amènes, c'est ce qui m'a forcé Mhm. à écrire dans mes notes. Lando Norris, brouillon. Mhm. C'est, c'était le qualificatif que j'ai choisi pour sa journée. Mhm. Tu le mentionnais là, lors de son arrêt, si je me rappelle bien, c'est au 18e tour où ce qu'il a fait le premier arrêt. Il s'est arrêté à la limite, fracassé. Ben, il a rentré en contact avec la pancarte là, qui était Mhm. aux côtés de lui. Ça aurait pu, mais on ne sait jamais, même endommager sa voiture. Ça l'a peut-être même fait. Peut-être que c'est ce qu'on va savoir dans les prochains jours. C'était au 15e tour plutôt. 15e tour qu'il s'est arrêté. Du côté de McLaren, ok, je voulais apporter aussi, quand on dit, oui, Norris, brouillon, il y a eu ses torts. Du côté de McLaren, là, on en a déjà parlé. Est-ce que tu trouves qu'on a été trop conservateur dans notre approche encore une fois? J'ai l'impression qu'on a du mal à saisir c'est qui, c'est qui notre adversaire. On a pris des décisions, j'ai eu l'impression qu'on a pris des décisions en conséquence de ce que Red Bull faisait, quand Red Bull n'était pas du tout notre adversaire au cours du week-end. Oui, bien sûr, il l'est au championnat des constructeurs et au championnat des pilotes, sauf que faut être capable de bien remarquer là, c'est qui, contre qui qu'on course. Et ça, c'était Ferrari notre adversaire pour le week-end. Ça, Red Bull, au travers des années, là, on l'a réussi à le faire. Souvent, les partisans qui regardent la F1 se disaient ah, oui, Mercedes, la rivalité Mercedes-Red Bull, mais on s'est ajusté du côté de Red Bull. On a compris assez rapidement dans la nouvelle ère des réglementations que Mercedes n'était plus notre adversaire. On était capable, week-end après week-end, de voir la menace venait de où, de la localiser et de faire en sorte de justement neutraliser cette menace-là. Et je pense que ça fait défaut du côté de McLaren. On semble pas du tout avoir vu que c'était Ferrari notre adversaire pour le week-end. Non, c'est ça, effectivement. Et moi, comme je dis, je le répète souvent, ça vient avec le temps parce que McLaren n'a pas joué ces batailles-là pour les championnats depuis assez longtemps. Donc, à un moment donné, ça commence à faire effet à un moment donné parce qu'on est sur une prise de décision. C'est très rapide, là. C'est très, très, très rapide ce qui peut arriver. Et des fois, ça peut nous jouer des tours parce qu'on a une décision à prendre en un instant en voulant dire, OK, on base notre stratégie face à tel ou tel adversaire. Et là, ben, c'est pas Red Bull qui était notre adversaire direct, là. C'était Ferrari et à la limite Mercedes. Donc, il fallait prendre ben, lorsqu'on regarde la qualif avec Russell qui était troisième, là, mais en course, c'était vraiment Ferrari. Et on s'est fait avoir là-dessus. Mais ça va venir avec le temps. J'ai l'impression que si on perd le championnat, si Norris ne parvient pas à rejoindre Verstappen, pour le titre constructeur, je pense qu'on s'enligne là-dessus pour que ce soit McLaren. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si Norris ne réussit pas à rattraper Max Verstappen, on va peut-être s'en mordre les doigts chez McLaren à cause de certaines décisions. Surtout si l'écart est minime en fin de saison, et il risque Mhm. bien de l'être, là, du moins où on s'en va. Je t'ai peut-être emmené sur cette version-là, là, dans cette zone-là, de dire qu'on localise mal nos adversaires, mais j'emmènerais ça même à un autre niveau. On vient de gagner un Grand Prix par 23 secondes. Mhm. OK? Oui, Monza,
c'est toute une autre histoire. C'est pas les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes configurations. Il y a le fait aussi on s'attendait, selon le manufacturier Pirelli, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de dégradation au niveau des pneus. Ça a surpris un peu tout le monde. Mais est-ce que du côté de McLaren, avec l'avantage qu'on a présentement, on doit vraiment prendre encore en considération les écuries autour de nous pour choisir ce qu'on va faire? Je t'explique où ce que je veux en venir avec ça, c'est que si Ferrari a pris le pari de dire on va se rendre, on va faire un seul arrêt. Oui, Monza n'est pas reconnu pour faire un seul arrêt, sauf que on le dit, il faut s'ajuster, il faut prendre connaissance de ce qui se passe là. On voit que s'il y a une possibilité de le faire. Pourquoi est-ce qu'on a la meilleure voiture, on ménage nos pneus, la McLaren n'est pas reconnue pour manger ses pneus. Pourquoi est-ce qu'on prend pas cette décision-là quand Ferrari est capable de prendre le pari? Pourquoi qu'on décide d'y aller de façon, encore une fois, trop conservateur du côté de McLaren? Puis on décide de dire non, nous, on va s'arrêter avant tout le monde, puis on va faire nos arrêts, puis on décide de, tu sais, on prend pas les bons paris, je trouve. Est-ce que tu trouves que c'est une erreur ça aussi de leur part de ne pas décider dans le fond, de mettre la barre, là, de décider comment on gère le week-end, et puis les autres essaieront de nous rattraper puisque c'est nous autres qui est en contrôle. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, moi, je fais souvent le parallèle avec Red Bull. Red Bull est bon, c'est une bonne écurie pour prendre des risques, pour dire on lance l'attaque. Mhm. Lorsqu'il y a une stratégie à faire, c'est nous autres, on lance les dés. On y va en premier, puis après ça, les autres vont suivre. Mettons, on fait l'undercut, et après ça, les autres vont devoir subir ça. Je trouve que McLaren est parfois encore un peu hésitant à ça dans cette prise de décision-là. Et ça, c'est encore à l'honneur de Red Bull de faire ça. Et Ferrari a été super avec cette stratégie-là aujourd'hui de réussir à faire un seul arrêt. Donc, McLaren, oui, on hésite, mais est-ce qu'on a peur d'oser par peur d'échouer? Ouais, Il y a ça aussi, parce que là, on sait qu'on a une chance, on sait qu'on a une bonne voiture, que cette McLaren-là est top et qu'on risque de s'enligner vers un championnat constructeur. Mais parfois, à prendre des décisions, à ne pas prendre de risques, ben, on peut parfois se tirer dans le pied et dire ah, on aurait donc dû. Mais des aurait donc dû, ça ne nous amène pas au championnat. Constructeur, comme je mentionnais, ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça, on pense que ça s'enligne vers ça. Mais du côté des pilotes, si on perd le championnat par quelques points, par une petite poignée de points par rapport à Verstappen, on va s'en mordre les doigts. ouais, exactement. On lève pas nécessairement les plus gros trophées, puis on prend pas Mhm. nécessairement on boit pas nécessairement beaucoup de champagne avec des orets dondus, là. Ça peut Mhm. fonctionner des fois, Exact. mais plus souvent qu'autrement, on peut se retrouver à être assez à sec après un Grand Prix avec des décisions comme ça. Et je veux pas minimiser ce qu'il a fait. Il a terminé cinquième, Lewis Hamilton, mais ça a été une course là, vraiment sans trop de rebonds, là, sans trop Mhm. d'histoire du côté de Lewis. C'était lancé sixième, a terminé cinquième. La position qu'il a gagnée, bien, c'est parce que George Russell a eu l'accrochage là, en Mhm. début d'épreuve, ben, a endommagé son aileron, en tout cas. Cinquième du côté de Lewis Hamilton. Donc, si je me le permets, je vais passer par-dessus. Je vais tout de suite Mhm. aller aux Red Bull qui sont en compétition directe. Non pas seulement, ils n'étaient pas aujourd'hui en compétition directe avec McLaren, mais ils sont au championnat des constructeurs. Sixième pour Max Verstappen. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on disait, ils se sont élancés avec les gommes dures. Ils étaient parmi les seuls pilotes à avoir choisi ça, on avait décidé d'envoyer nos deux pilotes en gomme dure. Et du côté de Red Bull, où ce que cette stratégie-là a pris fin, malheureusement, c'est au 21e tour. Max Verstappen avait gagné quand même 7 secondes d'avance sur Lando Norris, puisqu'il s'était arrêté avant. Les McLaren. Donc, ce 7 secondes-là, on sait qu'il était éphémère. On s'en allait le retirer aussitôt qu'on était obligé de compléter notre arrêt. Sauf que le 7 secondes est devenu un écart de 24 secondes à cause que l'arrêt stationnaire de Max Verstappen est allé frôler les 6,2 secondes. Donc, on peut calculer un 4 secondes inutile qu'on a retiré de sa course. Donc, c'est venu jouer contre lui. C'est venu aussi défaire la stratégie qu'on avait faite de décider d'aller en gomme dure. Puisque pourquoi on choisit de faire ça normalement, c'est que il y a deux facteurs. Ben, on avait opté que à Monza, ben, on ne pourrait pas faire seulement un arrêt.
On avait aussi opté il y aurait une dégradation des pneus assez sévère, c'est ce que Pirelli nous avait dit. Puis on s'est aussi dit que comme on a des places à rattraper et qu'on a un certain problème d'aéro au cours du week-end, bien, on va profiter de ce temps-là où on n'a pas d'air sale. Donc on roule avec personne en avant de nous. On va essayer de bénéficier, de gagner du temps là-dessus. Sauf que lorsqu'on n'exécute pas dans un arrêt au pluie, bien, à ce moment-là, ça vient tout s'annuler. On sait que le Red Bull, on les blâme très rarement. Là. C'est pas, normalement, sont au rendez-vous. C'est pas une erreur non provoquée aussi. Là. C'est un problème avec la roue arrière qui voulait pas se défaire. Mais ça, c'est venu un peu tout bousiller le beau travail et c'est venu aussi compromettre la journée du côté de l'écurie autrichienne. Perez, lui, qui termine derrière George Russell, malgré que Russell a été obligé de changer un aileron. Faire un arrêt au puits puis être stationnaire pendant tout ce temps-là, Perez termine quand même derrière lui. Qu'est-ce que tu en tires là, de Sergio Perez avec tout ça? Est-ce que tu es un peu déçu là, qu'il n'a pas réussi à terminer au moins derrière son coéquipier? Ouais, j'ai été déçu et sa manœuvre sur Russell s'est décalée à l'intérieur. Ça aurait pu mal se finir. Là, on a vu Russell arriver quand même assez vite là, au bout de la ligne droite des puits. J'ai trouvé ça limite. Là. Finalement, après ça, Russell a réussi à passer et tout. Mais ouais, encore une course difficile pour Perez. Et tu parlais de Verstappen. Ben écoute, là, maintenant, c'est 62 points d'écart, si je Mhm. ne me trompe pas, entre Verstappen et Norris. Et Red Bull ne peut pas se permettre un abandon. Ils ne peuvent pas se permettre. On parle d'un joker, de, oh, OK, on peut se permettre un abandon comme ça, mais avec le niveau de performance de la MCL 38, on va devoir trouver des évolutions qui fonctionnent ou faire un plein de Red Bull dans les voitures pour leur donner des ailes. Parce que là, ça fonctionne pas. On n'a plus la RB19 qu'on avait l'année passée. Donc, il va falloir travailler d'arrache-pied chez les champions en titre pour réussir à conserver l'avance, du moins à pas trop perdre l'avance qu'on a, parce que de toute façon, comme on s'en était parlé, d'après moi, c'est simplement une question de temps que McLaren prenne le large et réussisse à gagner le championnat des constructeurs. Ouais, parlons-en des constructeurs. McLaren est rendu à seulement 8 points. Ça aurait Mhm. bien pu arriver aujourd'hui si on avait été, on le mentionnait, si on avait été un peu plus à point dans nos stratégies. On aurait terminé le Grand Prix devant Red Bull au championnat des constructeurs. Et il y a Ferrari qui s'invite à la fête aussi. Le 39 points, Oui. lorsqu'on a deux pilotes qui sont capables de marquer constamment des points, c'est pas un si gros écart que ça. Là. Peut-être que Red Bull qui s'attendait peut-être à avoir seulement un aspirant au titre en compétition pour les 8 prochaines courses, ben, il va falloir aussi avoir Ferrari à l'œil. Là. Mhm. Il ne faut pas oublier aussi que les deux autres Grands Prix qui s'en viennent, il y a Bakou et Singapour, si je ne me trompe pas, Oui. ben, c'est des circuits qui devraient convenir à la Ferrari. Du fait du format de la voiture, de la façon dont la voiture est conçue et tout. Comme l'année passée, Ferrari était très forte à Singapour et on avait quand même réussi à faire une belle course à Bakou. Donc moi, j'ai hâte de voir si la philosophie de la Ferrari convient parfaitement sur ce type de circuit-là. Attention à Ferrari pour les deux prochains Grands Prix. S'ils réussissent à maximiser les résultats, attention, on va peut-être réussir à grappiller des points sur Red Bull. Ah oui, puis l'avantage Ferrari pourrait être aussi multiplié par le fait que ce n'est pas des circuits normalement Bakou. On peut s'en tirer pas pire, là. Mais du côté de Singapour, c'est un cauchemar là, pour Red Bull. Là. Mhm. En espérant qu'on a tout changé la configuration là, de la RB19 à la RB20 pour justement essayer de corriger ces problèmes-là, les difficultés qu'on a lorsqu'on arrive avec des circuits à virage lent. On ne sait toujours Mhm. pas si ça va fonctionner, en espérant que oui, parce qu'on a tellement compromis toute notre vitesse partout ailleurs et notre ballon qu'on avait sur pratiquement tous les types de circuits pour peut-être être capable de mieux performer à Singapour. Donc, ça va être intéressant de le voir, mais c'est pas signé d'avance là, que Red Bull n'aura pas un cauchemar. Puis on a toujours le risque qui plane au-dessus de la tête là, des pénalités de moteur. C'est sûr que ça peut arriver Mhm. dans d'autres camps, d'autres écuries, mais c'est pas des endroits, là, les deux prochains Grands Prix, c'est pas des endroits où ce que tu veux nécessairement prendre des pénalités comme ça. Donc, ça va être Et intéressant à suivre. Je t'emmène un peu plus loin dans le classement, mais tout de suite derrière Perez, c'est la Williams de Alex Albon. On disait les bonnes performances. Tu le mentionnais aussi le week-end dernier, puis j'avais pris bonne note de ça. Tu disais qu'on avait rendez-vous manqué. Si on avait réussi à sécuriser des bonnes positions du côté de Williams, on aurait probablement marqué des points dans la course. On l'a vu. Albon s'est qualifié neuvième.
termine neuvième. Des points importants pour l'écurie. Et puis, je ne peux pas juste mentionner Williams et Alex Albon sans aussi mentionner l'excellente performance de Franco Colapinto, qui est maintenant le nom favori que j'aime plus dire en F1. J'avais perdu le nom de Otmar Zaffanauer, que j'aimais bien dire, mais maintenant, ça sera Franco Colapinto. Donc, 12e pour lui. Je trouve que c'est une très belle première course. Il n'a pas endommagé la voiture. Il a terminé, on peut dire, à la porte des points. Donc, s'il y avait eu un abandon, quoi que ce soit à l'avant, il était prêt à saisir son opportunité. Je pense pas qu'on peut demander beaucoup plus du côté de Williams, surtout avec ce qu'on avait avant lui, là. Donc, on semble avoir gagné notre pari, là. Pour l'instant, ce fait que l'échantillon est très, très petit. On va attendre encore un peu. Mais à première vue, ça semble être une bonne décision. Mhm. Effectivement, donc c'est une belle course, une course bien menée, puis il n'a pas à rougir de son résultat, là. Il prend de l'expérience, c'est l'essentiel. Bravo à lui. Puis au final, il n'est même pas dernier du championnat des pilotes, il est devant Valtteri Bottas. Ouais, c'est clair. En plus de ça, c'est un peu drôle à dire après seulement un seul Grand Prix, mais c'est ça. Écoute, s'il réussit à terminer dans les points, ben, il va devancer Logan Sargent. Et écoute, je lui souhaite, parce que c'est un bon jeune pilote, Colapinto. Donc, on va voir la suite des choses, mais écoute, je le trouve bien à voir aller. Il semble pas faire d'erreur. On l'a pas vu trop aller hors piste trop souvent. Donc, chapeau, bravo, une belle première course pour lui. Puis, course en deux temps pour Kevin Magnussen. Il Mhm. réussit à marquer des points, envoie sa voiture dans le top 10. Tant mieux, sauf que le naturel est revenu au galop d'une Mhm. pénalité. Cette pénalité-là, par contre, il ne pouvait pas se la permettre. Vous n'êtes pas sans savoir là, qu'il était sur vraiment très, très près de recevoir une pénalité. Il ne lui suffisait de recevoir que 2 points de pénalité. Le maximum qu'on peut avoir dans cette formule-là, c'est 12. Il était déjà à 10. Qu'est-ce que ça entraîne, ça? Ben, ça entraîne une suspension. Il va manquer le prochain Grand Prix. Il devient aussi le premier depuis que cette formule-là de super licence avec cette forme de points de démérite, un peu comme nous on a là, sur nos permis. Eh bien, la sanction, par contre, puisque ça sera pas 3 mois, là, comme quelqu'un avec nos voitures ici, ça sera seulement qu'un Grand Prix. Et il est le premier là, depuis 2014. Donc, c'est pas un record, d'après moi, qu'il voulait avoir. Et il en est à ses derniers temps en Formule 1. Donc, il aura au moins laissé sa marque d'une certaine façon là, avec ce record-là. Qu'est-ce que ça implique là? Parce que vous étiez beaucoup à avoir des questions envers ça, c'est que Az peut quand même mettre un autre pilote lors du prochain Grand Prix, donc ça risque fort bien d'être Oliver Burman qui va sauter dans la voiture. Donc on aura une chance de voir un autre jeune pilote et de le voir pour une deuxième fois en F1 cette année. Je suis persuadé qu'il ne s'attendait pas nécessairement à avoir un deuxième départ, mais là il aura du temps pour se préparer. Ça reste à voir si ça va plutôt lui emmener un stress qu'il n'avait pas eu la première fois lorsqu'il avait sauté rapidement dans une Ferrari pour venir en remplacer d'urgence là, Carlos Sainz qui avait eu son appendicite. Donc, ça va être intéressant de voir. Et là, pour les gens qui avançaient, oh, mais c'était facile, il était dans une Ferrari, ben là, on va avoir la chance aussi de l'évaluer dans une voiture Haas. Donc, quelque chose quand même d'intéressant à voir dans les prochaines semaines. J'imagine que c'était dans l'air, là, on s'attendait que Magnussen ait sa pénalité. As-tu hâte de voir Berman au prochain Grand Prix? Ben écoute, je crois très fortement que ce sera Bearman. Il y a toujours Pietro Fittipaldi qui est pilote de réserve de Haas, mais je pense qu'on va vraiment s'aligner envers Bearman. Euh, le pilote doit être en contrôle de sa voiture lorsqu'il tente un dépassement, puis c'était pas le cas de Magnussen. Oui, j'ai trouvé la pénalité peut-être un petit peu sévère parce que les voitures ont pas eu trop de dommages, mais même Pierre Gasly qui a dit, il dit, moi, je trouve que la pénalité est un petit peu sévère, mais écoute, le résultat est là, donc c'est comme ça. Donc oui, Magnussen, ça reste un pilote agressif en piste, puis qui donne du fil à retordre à ses rivaux, mais parfois le message doit passer, hein. Donc, c'est pas une recrue Magnussen. Donc, oui, il va céder sa place pour la prochaine course. Ouais, comme tu dis, Fittipaldi, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'avance que c'est Berman qui va être là parce qu'on Ouais, n'a pas trop. On veut préparer l'année prochaine. Ça sera notre pilote. exact. Donc, on n'a pas trop d'intérêt à mettre Fittipaldi dans la voiture. Bien sûr, à moins d'un conflit d'horaire, mais c'est pas comme si j'ai pas regardé l'horaire si on a une course en Formule 2, mais c'est pas comme si Berman se battait pour le championnat là non plus. Donc, je pense qu'il Euh, va. Il a tout intérêt à être dans la voiture As lors du prochain Grand Prix. ouais. Alonso, on a dit le 11e. Moi, ils m'ont pas impressionné Aston Martin, puis lui non plus, il a pas été impressionné. Donc, Mhm. on passe assez vite par-dessus. Ils sont rendus la 7e voiture du peloton, malheureusement. Euh,
12e, Colapinto, je l'ai dit, mais je voulais redire Colapinto, donc je le redis une autre fois. Après ça, Daniel Ricciardo, 13e. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que le mécanicien avait dans la tête ou sa concentration était où? Et Ricardo sert une pénalité, puis aussitôt que la voiture arrive, on voit le mécano qui veut mettre ses deux mains sur la roue. Je sais pas, je sais pas à quoi il a pensé, Ça, là, vraiment. ça, Bon. ça en est voulu tout de suite après. Il s'est pris le casque à deux mains puis il a dit qu'est-ce que je viens de faire là. Incroyable, incroyable. Le manque de concentration, là. Je peux pas croire que c'est un manque de communication parce que, comme tu dis, il a tout de suite, il va voir que je viens de faire là. C'est Ouais. des vieux réflexes, mais en tout cas, Mm. faut être plus concentré que ça. Si on se dit, OK, le gars, il est chez Racing Bulls, il est pas dans une écurie, premier point, mais c'est les détails de mécano. Si tu veux graduer puis aller dans la grande école, dans la grande écurie chez Red Bull un jour, ben, tu peux pas faire des choses comme ça parce que, Mm. justement, là, dans des circonstances où on se bat pour des championnats, ailleurs, là, ça pourrait être catastrophique. Heureusement que Racing Bulls n'est pas, dans cette situation-là. 14 pour Ocon, 15e pour Gasly, week-end à oublier, du côté des deux Alpines. Je suis pas surpris. Oui, on a apporté des améliorations. On a eu des bons week-ends dernièrement, mais le déficit moteur, lorsqu'on arrive sur un circuit moteur comme Monza, on peut pas s'attendre à des miracles non plus, autant pour Ocon que Gasly. Du côté de Bottas, 16e, encore là, c'est égal à eux-mêmes. 17e pour Hülkenberg. Hülkenberg, il a fait une drôle de manœuvre là, en commençant la course. Là, c'est une erreur qu'il a fait. Là. Ensuite, 18e pour Guan Yu Zhou. Il n'a pas terminé dernier, il m'a fait mentir. 19e pour Lance Stroll. On a assis un arrêt tardif. Là. On a mis les gommes tendres, je sais pas ce qu'on voulait aller faire avec ça, là. Aller chercher le tour le plus rapide qui donne aucun point pour l'enlever à qui. On n'est pas en compétition au championnat avec Red Bull ou McLaren, donc ça c'est encore là, c'est douteux. Si jamais j'ai manqué quelque chose, ben vous me le laisserez savoir, mais j'ai vraiment pas compris ce qu'on voulait faire avec ça. Et puis du côté de Yuki Tsunoda, ben, il n'a pas terminé l'épreuve. Lui qui a eu le sévère contact avec Hülkenberg en début d'épreuve, c'est venu bousiller sa course. C'est venu bousiller pas grand-chose parce que c'était un week-end qui s'en allait pas mal nulle part pour le japonais. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter en terminant avant que je te demande qui était ton pilote de la journée en Italie? Du côté du pilote de la journée, ben écoute, c'est pas très très compliqué de dire que c'est Charles Leclerc. Écoute, on y va comme je vois un petit peu sur la page Facebook, là, j'ai eu beaucoup de gens qui ont voté pour Charles Leclerc. Et évidemment, écoute, avec la performance qu'il a fait, c'est sans l'ombre d'un doute mon vote pour le pilote du jour. Ben, tu n'es pas sans savoir qu'on a vraiment pas tendance à se chicaner tous les deux. Je te dirais qu'on se chicane pratiquement jamais. Puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer parce que c'est pas mal unanime là-dessus. Charles Leclerc était le meilleur pilote de la journée pour moi. Ça peut pas aller à n'importe qui d'autre que lui. C'est mon opinion, là. Mais du côté d'Oscar Piastri, s'il avait remporté l'épreuve, ça aurait été une autre histoire. Mais il a quand même s'est fait avoir. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la faute de l'écurie? Puis ça reste, ça vient un peu à ce qu'on disait là, avec les drôles de décisions un peu trop conservateurs de l'équipe orange. Mais Charles Leclerc, là, terminer une course comme ça avec un seul arrêt à Monza, la pression devant les tifosi, les images que ça nous a données à la fin, il ne peut qu'être le pilote de la journée. Donc, j'y vais dans le même sens que toi là-dessus. En terminant, comme à l'habitude, eh bien, je tiens à te remercier de ta présence aujourd'hui pour nous donner un super bon épisode puis de nous fournir les analyses pour tous les auditeurs du F1 Podcast qui t'apprécient grandement. Je te souhaite une excellente semaine. Et puis notre prochain rendez-vous à nous, ça reste à confirmer si tu vas être là, mais normalement, tu es assez bon dans tes horaires là, pour assez flexible pour être là. Mais notre prochain rendez-vous, ça sera entre deux courses avec notre autre collaborateur Jean-Christophe Tran. Et l'épisode, les auditeurs pourront entendre ça ce vendredi. Effectivement, ben, c'est toujours un plaisir, Martin. Puis pour terminer sur une petite note italienne, grazie mille, arrivederci. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 2 septembre. Comme vous l'avez entendu, notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes et nous suivre notamment sur Facebook afin de participer à des conversations avec d'autres passionnés de F1 et lire les articles question de rester informé sur le sport le plus rapide au monde. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.